Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un thème absolument central de votre programme d'HGGSP, l'enjeu de la connaissance. On vit une époque assez étrange, un vrai paradoxe. D'un côté, on n'a jamais eu un accès aussi facile à l'information. Mais de l'autre, construire un savoir commun, se mettre d'accord sur des faits, eh bien ça n'a jamais semblé aussi compliqué. Alors comment est-ce que la connaissance, qui devrait nous relier, est devenue un facteur de division? C'est un véritable enjeu de pouvoir, un enjeu géopolitique, et c'est ce qu'on va décrypter ensemble. Voilà la question qui va nous guider. On est hyper connectés, mais en même temps, on a l'impression d'être de plus en plus fracturés. Comment expliquer ça alors que la technologie nous promettait justement de nous unir? Pour y répondre, on va procéder en deux temps. D'abord, on va analyser les racines de cette division. Ensuite, on ira chercher dans l'histoire un modèle assez surprenant qui, vous allez voir, pourrait nous donner des pistes de solutions très concrètes pour aujourd'hui. Alors, commençons par ce qu'on appelle le paradoxe de la connaissance. On va voir comment la belle promesse d'Internet, celle d'un savoir universel, accessible à tous, s'est un peu fracassée sur une réalité beaucoup plus complexe. Une réalité qui, au final, pose de vraies questions sur la santé de nos démocraties. Ce tableau, il résume parfaitement le grand écart entre l'idéal des années 90 et ce qu'on vit aujourd'hui. À gauche, la promesse d'une démocratie plus ouverte, plus transparente. Et à droite, la réalité d'un outil qui peut parfois fragiliser la démocratie. On rêvait d'une grande place publique mondiale et on se retrouve avec une multitude de petites sphères fracturées. Cet exemple, il est vraiment excellent à utiliser dans une composition au bac, parce qu'il vous permet tout de suite de nuancer, de montrer que l'impact des technologies n'est pas simple. Bon, mais alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là? On peut identifier deux grandes forces qui construisent des murs autour de la connaissance. D'un côté, la fragmentation de nos débats par le numérique. Et de l'autre, la privatisation, ce qu'on appelle l'enclosure économique, du savoir. Attention, c'est un point clé. Ces deux phénomènes ne sont pas séparés, ils se nourrissent l'un l'autre. Ce schéma va plus loin que l'idée classique de fracture numérique. Le premier niveau, l'accès au matériel, aux ordinateurs, à la connexion, ça vous connaissez. Mais les deux autres niveaux sont aujourd'hui décisifs. Le deuxième, ce sont les compétences. Est-ce que je sais faire la différence entre une information, une opinion, une connaissance? Et le troisième niveau, le plus subtil, c'est la fracture algorithmique. Si on ne comprend pas comment les algorithmes trient l'information pour nous, on devient vulnérable aux bulles de filtre, à la désinformation. C'est une notion vraiment fondamentale à maîtriser. Et en même temps que cette fracture numérique, un autre mur se construit, celui de la privatisation du savoir. On parle d'enclosure de la connaissance. C'est l'idée que le savoir, qui par nature devrait être un bien commun, un peu comme l'air qu'on respire, est de plus en plus capturé par des brevets, transformés en marchandises privées. Et ça a des conséquences géopolitiques énormes. Cette citation, elle est assez violente, mais elle dit bien les choses. Elle montre comment un système qui a été créé pour protéger les inventeurs et encourager l'innovation peut être détourné. Au lieu de stimuler la création, il peut la freiner. L'exemple parfait, c'est la bataille géopolitique autour des brevets des vaccins contre le Covid-19. La connaissance, au lieu d'être une ressource partagée pour sauver des vies, devient un outil de puissance qui creuse les inégalités entre les pays. Face à ces problèmes très actuels, un petit détour par l'histoire est souvent très utile. On va découvrir un contre-modèle qui est né au XVIIe siècle, le collège invisible. C'est un exemple parfait de ce que votre programme appelle une communauté savante. Regardons cette chronologie. Tout part d'une révolution dans la tête des gens avec Descartes. On arrête de se demander qu'est-ce qui est vrai pour se demander de quoi puis-je être certain. C'est la naissance du doute méthodique, de l'esprit critique moderne. Sur cette base, en 1645, des savants comme Robert Boyle créent le Collège invisible. Leur règle du jeu est simple, le savoir se construit ensemble, par l'expérience, le partage et la critique mutuelle. Et ça a tellement bien marché que ça a donné naissance à la Royal Society, une des plus grandes institutions scientifiques au monde qui existe toujours. Cette analogie, elle est géniale. Elle résume toute la philosophie du collège invisible. Un objet matériel, si on le partage, on le divise. Une connaissance, si on la partage, on la multiplie. Son pouvoir augmente de façon exponentielle quand elle circule, pas quand on la garde pour soi. C'est le principe même d'un bien commun. Mais ce qui est fascinant, c'est que cette idée du XVIIe siècle, ce n'était pas juste une belle intuition. La science d'aujourd'hui, notamment la psychologie, nous explique très bien pourquoi ces groupes sont si intelligents. Ils développent en quelque sorte un cerveau collectif.
Le concept à retenir ici, c'est celui de mémoire transactionnelle. C'est le nom scientifique pour décrire ce que le Collège Invisible faisait sans le savoir. En fait, un groupe qui fonctionne bien, ce n'est pas un groupe où tout le monde sait tout. C'est un groupe qui a une sorte de carte mentale partagée de qui est l'expert sur quel sujet. Retenez bien cette formule toute simple, un groupe intelligent, c'est qui sait quoi. Alors comment ça marche concrètement? Il y a 3 étapes, c'est très logique. D'abord, le codage, le groupe repère qui a quelles compétences. Ensuite, le stockage. Au lieu que tout le monde essaye de tout retenir, l'information est mentalement confiée à l'expert du domaine. Ça allège la charge mentale de chacun. Et enfin, la récupération. Quand un problème arrive, le groupe sait immédiatement vers qui se tourner. C'est un système hyper efficace de gestion collective de la connaissance. Bon, maintenant qu'on a ce modèle historique et le mécanisme scientifique qui l'explique, revenons à notre question de départ. Comment est-ce qu'on peut s'inspirer de tout ça pour essayer de réparer notre espace public numérique qui est si fracturé? Cette diapositive, elle nous place face à un choix politique fondamental. D'un côté, on a l'économie de l'attention, le modèle dominant aujourd'hui, qui pousse les contenus qui font réagir, qui polarisent parce que ça génère de l'engagement et qui nous voit comme de simples utilisateurs. De l'autre côté, on pourrait imaginer un design délibératif, qui chercherait à encourager la discussion, la nuance, la compréhension mutuelle et qui nous traiterait en citoyens. Le design de nos plateformes n'est pas neutre, c'est un vrai choix de société. Et voici des exemples très concrets qui essaient de mettre en pratique l'esprit du Collège Invisible au XXIe siècle. On peut penser aux conseils de surveillance de certains réseaux sociaux où des citoyens et des experts aident à définir les règles. On peut penser aux conventions citoyennes, comme celle pour le climat en France, qui utilisent l'intelligence d'un groupe de citoyens tirés au sort pour éclairer des décisions politiques. Et bien sûr, l'exemple ultime, c'est Wikipédia, qui est entièrement basé sur ce principe d'amélioration collective du savoir. Ce sont des exemples très valorisables au bac. Et ça, c'est vraiment le point essentiel à retenir. La technologie, au fond, ce n'est qu'un outil. Ce qui compte vraiment, c'est la culture qu'on construit autour. Nos règles, nos valeurs, nos habitudes, c'est ça qui va déterminer si l'outil nous rend collectivement plus intelligents ou plus divisés. La leçon du Collège Invisible, c'est avant tout une leçon de culture. On termine sur cette question qui résume bien l'enjeu. Alors, pour synthétiser, que faut-il retenir pour le bac ? Premièrement, que l'accès à l'information ne suffit pas à créer du savoir commun, à cause de la double fracture numérique et économique. Deuxièmement, que des modèles comme le Collège Invisible nous montrent que la culture du partage et de l'esprit critique est plus décisive que l'outil technique. Et enfin, que reconstruire un espace public sain est un enjeu géopolitique majeur, qui implique de passer d'une logique d'utilisateur passif à une logique de citoyen actif. La vraie question, c'est de savoir si nous allons considérer la connaissance comme une simple marchandise ou comme ce qu'elle est vraiment, notre héritage commun.